Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en pleine forme. Pour célébrer le premier anniversaire du podcast Français pour curieux, je souhaite vous parler d'un homme curieux par excellence, une personne qui a exploré les confins de la science, de l'art et de l'ingénierie à son époque, Léonard de Vinci. Dans cet épisode, je vais vous parler de sa vie et la semaine prochaine, je me concentrerai sur ses œuvres. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Assoiffé. Ici, cela signifie être avide de quelque chose, être régi par, être déterminé par quelque chose. Extravagant, qui se comporte d'une manière bizarre, excentrique. Un disciple. C'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître qui fait partie de son école. La dépouille, c'est le corps d'une personne. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La figure de Léonard de Vinci, né en 1452 et mort en 1519, est l'une des plus passionnantes de toute l'histoire de l'art. Sa vie et son œuvre sont capables de fasciner tout le monde, même ceux qui ne sont pas des experts en art ou qui ne visitent pas souvent les musées et les expositions. Léonard de Vinci est, plus que n'importe lequel de ses contemporains, le personnage qui incarne le modèle de l'homme idéal de l'humanisme et de la Renaissance. Le grand artiste toscan était un homme assoiffé de connaissances, dont les intérêts s'étendaient à tous les domaines. Il était peintre, scientifique, inventeur, musicien, ingénieur, anatomiste et bien d'autres choses encore. À ces intérêts s'ajoutent ensuite quelques éléments de sa personnalité qui vont à l'encontre du sentiment commun de l'époque. Par exemple, il n'était pas croyant, ou en tout cas, il ne nourrissait pas le même sens religieux que ses contemporains, comme l'écrit Giorgio Vasari dans Ses vies, mais seulement dans l'édition de 1550. Il ne s'approchait d'aucune religion, estimant beaucoup plus être philosophe que chrétien, une considération qui a ensuite été supprimée dans l'édition suivante, peut-être pour ne pas trop compromettre la mémoire de Léonard à l'époque de la Contre-Réforme. Léonard de Vinci préférait observer le monde avec la raison plutôt qu'avec la foi. Selon lui, la nature est régie par un ordre qui, à travers ses lois, régit tous les phénomènes qui se produisent dans le monde. Et la tâche du scientifique est de découvrir ces lois. L'art de Léonard est donc l'enfant de cette vision du monde. Alors que la science décrit la nature de manière quantitative, l'art la décrit de manière qualitative, de sorte que l'art et la science sont beaucoup plus proches qu'on ne pourrait le penser. Un autre des aspects de la production de Léonard, qui intrigue le plus le public, est son écriture, de droite à gauche. Une pratique qui n'a rien d'énigmatique, car l'hypothèse la plus probable est que Léonard, qui était gaucher et utilisait donc sa main gauche pour écrire, préférait écrire naturellement en évitant de transporter l'encre avec sa main. La somme de tous ces aspects de la personne de Léonard de Vinci a conduit à considérer sa figure comme celle d'un homme extravagant et énigmatique, un homme au côté sombre qui aurait donc dissimulé des mystères
jusque dans ses œuvres. Dans l'œuvre de Léonard, cependant, tout s'explique. Elle ne cache pas de mystère ou d'étranges messages ésotériques, comme on le lui a attribué, surtout récemment. Il s'agit plus simplement de l'art d'un des plus grands génies de l'histoire, ce qui est déjà incroyable. La figure de Léonard de Vinci a été centrale dans plusieurs domaines, à commencer par celui de l'art. Il a eu de nombreux disciples et imitateurs. Mais voyons un peu comment a commencé sa vie. Leonardo di Ser Pier da Vinci est né le 15 avril à Anciano, un village situé près de Vinci, non loin de Florence. À Anciano se trouve une maison de campagne que la tradition considère comme sa maison natale. Elle abrite aujourd'hui la Casa Museo, la maison musée Leonardo da Vinci. Son père était Piero, notaire de profession, et sa mère était une femme d'extraction modeste, Caterina, peut-être paysanne, amante de Piero. C'est peut-être en 1469, à l'âge de 17 ans, que le jeune Léonard s'installe à Florence. C'est à cette époque qu'il commence à fréquenter l'atelier d'Andrea del Verrocchio. En août 1473, il réalise sa première œuvre connue, le paysage avec rivière, un dessin conservé dans la Galerie des Offices à Florence. Peu après, probablement vers 1475, il achève sa première grande peinture indépendante, l'Annonciation. À la même époque, il collabore avec Verrocchio sur le très célèbre baptême du Christ, également conservé aux Offices, et daté vers 1475-1478. Vers 1480, il commence à fréquenter le cercle de Laurent le Magnifique, et l'année suivante, il est chargé de peindre la célèbre Adoration des Mages, l'une de ses œuvres les plus extraordinaires. En 1482, l'artiste s'installe à Milan, où il travaille pour Ludovic Sforza, dit le Mort, duc de Milan, et où il reste jusqu'en 1499. En 1483-84, il est chargé de réaliser un monument équestre à la gloire de Francesco Sforza, avec un cheval cabré sur ses pattes arrière. L'œuvre n'a cependant jamais été réalisée. Son dessin le plus connu, l'Homme de Vitruve, date probablement de la période milanaise. En revanche, nous connaissons les dates exactes de la scène. Sa scène a été peinte entre 1494 et 1498 sur le mur du réfectoire de Santa Maria delle Grazie à Milan. Ensuite, en 1500, après l'occupation française de Milan l'année précédente, Léonard s'installe d'abord à Mantoue, chez Isabelle d'Este, puis à Venise, où il travaille sur des projets militaires. En 1501, il fait un bref séjour à Rome, où il peut étudier les œuvres de l'Antiquité classique. Un an plus tard, en 1502, Léonard est de nouveau à Florence. Entre-temps, les Médicis ont été chassés. Savonarole est tombé et la République florentine a été instaurée. Pour Léonard, alors âgé de 48 ans, ce retour a été plus triomphal qu'il n'aurait pu l'être. C'est précisément la République florentine qui, en 1503, lui confie quelques projets d'ingénierie, ainsi que la réalisation de la bataille d'Anghiare, une fresque qui devait décorer le salon des Cinquecento du Vieux Palais. Cependant, au moment où Léonard reçoit sa commande pour cette bataille, Michel-Ange a été engagé pour peindre une peinture murale sur le mur opposé
de la scène de Léonard. On n'a jamais su si ces deux peintures murales allaient pouvoir coexister dans la même pièce, car aucune d'entre elles n'a été achevée. Par ailleurs, c'est probablement à cette époque qu'apparaît la Joconde. Les critiques ne s'accordent cependant pas sur la date exacte de sa réalisation. Ce qui est certain, c'est que Léonard est retourné à Milan en 1508 sous la pression du gouverneur français Charles d'Amboise et qu'il est resté dans la capitale lombarde jusqu'en 1513. La même année, Léonard séjourne à Rome pour travailler pour le pape Léon X. L'artiste travaille sur des ouvrages d'art et poursuit ses études scientifiques. Enfin, en 1516, l'artiste s'installe en France, à Amboise, à l'invitation du roi François Ier, emportant avec lui quelques tableaux. Une fois Léonard arrivé à Amboise, il trouve tout en ordre pour son installation. Il reçoit son propre manoir, le Clos Lucé, qui est relié au château d'Amboise par un tunnel souterrain. Officiellement, il était censé y peindre ou faire des plans d'ingénierie et d'architecture, mais en réalité, il n'y consacrait que peu de temps. Fort heureusement, François Ier ne se préoccupe pas de la productivité de Léonard. Il apprécie leur conversation et s'honore de penser que l'un des hommes les plus accomplis d'Europe était heureux d'être son invité. Léonard s'est rapidement tourné vers l'organisation de ses carnets, peut-être en raison d'un sentiment renouvelé qu'il devait être publié. Malheureusement, tous les efforts de Léonard sont restés vains, car ses carnets n'ont jamais été publiés de son vivant. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519 au manoir du Clos Lucé à Amboise, après avoir fait son testament le 23 avril. Sa dépouille demeure à Amboise. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des œuvres les plus célèbres de Léonard.